terrorisme à trouver le calme et se former, ils vont arriver. Et on avait l'attentat de New York. Donc, un pays membre de l'OTAN a été attaqué. Et bien, dans ces cas-là, les Américains, avec le SIAF et l'OTAN, se sont réunis, ils ont envahi l'Afghanistan. Ils ont envahi en 2001 l'Afghanistan pour faire dégager d'abord l'Al-Qaïda, ensuite les talibans qui ont accueilli Osama bin Laden et ses frères radicaux musulmans. Les talibans n'ont pas résisté, ça ne durait même pas quelques jours. Et les talibans, ça c'est aussi encore une fois très important. Les talibans ont laissé leur turban, ils ont caché leur kalachnikov, ils sont devenus des citoyens simples. Les talibans n'ont jamais disparu de l'Afghanistan. Ils étaient partout. Dans chaque village, ils étaient présents. Comment les connaître? Là, pour un occidental, pour un américain, c'est un enfer. Parce que tout le monde est barbu, tout le monde a un turban, tout le monde peut être un talib ou ne pas être un talib. Malheureusement. Surtout dans les territoires Pashtun. C'est un enfer de faire connaître. Donc, allez, encore une fois, après 10 ans d'abandon, les Américains, l'OTAN ont fait dégager les talibans, ils ont fait un État, mais un État loin de nous, ici en Allemagne, à Bonn. La Nation Unie, les Occidentaux et les Moudjahidines afghans, ça se réunit ici à Bonn, en Allemagne, et ils forment un État. Dans cet État, il y a quelqu'un, un professeur américain qu'on ne connaît pas, on ne les connaissait pas, Hamid Karzai, qui devient président de la République. Pourtant, il est grandi, un petit enfant, il est allé en Amérique, il est grandi en Amérique, il a enseigné en Amérique, il a fait ses études. Bon, Hamid Karzai est devenu le président. On l'a encore applaudi. Les Afghans ont applaudi, on était contents, bah ouais, pour la première fois. Et tous les Afghans ont regardé, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de télé et tout ça chez nous, de village. Pas vraiment. Des petites télés, peut-être un par village. On a regardé, waouh, Hamid Karzai, waouh, démocratie. Donc on voyait les grands tanks, hélicoptères des Américains, l'OTAN, qui ont envahi le territoire. Et donc on applaudit, on dit, bah écoutez, ça va, allez. Ça va aller, on est dans un autre chapitre dans notre pays. Et ben non, les talibans, les Américains ont fait, c'est vrai qu'ils ont pris l'Afghanistan très rapide, et c'est pas étonnant pour une puissance de monde de se battre contre quelques milliers de talibans qui n'ont rien à manger, qui sont sur le moteur, c'est très facile. Hein? Ben, la démocratie a très mal commencé en Afghanistan, tout simplement. On va dire c'est très direct. La départ de la démocratie en Afghanistan a commencé sur de mauvaises bases. Pourquoi? Déjà, Hamid Karzai, on ne les connaît pas. On ne les connaissait pas. C'est un professeur américain. C'est vrai qu'il est d'origine afghane, mais tout le monde peut être d'origine afghane, mais qu'il ne soutient, qu'il ne porte pas nos valeurs. Donc, ça c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, 2004, dans l'histoire de mon pays, on avait la première élection dans l'existence, vraiment l'histoire de mon pays. Élection. On a applaudi. On est allé avec le choix voter. Les Afghans, on est allé vraiment, sans savoir qu'est-ce que c'est la démocratie, comment voter, tout ça, on est allé accrocher, voter. Et c'était vraiment une vraie joie en Afghanistan. Tout le monde applaudit, tout le monde allait vraiment avec un immense choix. Parce qu'on dit que ça y est, on est sur le bon bateau, sur le bon voie. Le résultat de cette élection a duré 6 mois. 6 mois, les Afghans se sont battus pour déterminer le résultat de cette élection. Parce qu'il y avait des corruptions, il y avait le bagarre dans cette élection où personne ne croyait. On ne savait même pas qui a gagné, qui a perdu. Après 6 mois, les Américains disent si vous ne vous entendez pas bien, on envoie quelqu'un, pas de problème. L'ambassade de l'Amérique décide, encore une fois, avec Karzai comme un président.
Hamid Karzai devient encore un président de l'Afghanistan. Pourtant, il n'a pas vraiment gagné l'élection. Ok. On a dit, ok, Hamid Karzai, président de l'Afghanistan. 5 ans. Encore, il a renouvelé son mandat, encore 5 ans. Dans l'ensemble, il était 14 ans la présidente de l'Afghanistan, ce personnage, professeur américain. Après, il a donné la suite pour Ashraf Ghani. Ashraf Ghani qui est encore un autre professeur américain. Il a enseigné en Amérique, on les connaît tous. Il a peut-être vécu jusqu'à 18, 20 ans, pas plus. Il est devenu, par une élection, avec plein de corruption, le résultat durait encore 6 mois ou 1 an même, il y avait des conflits intérieurs. Ashraf Ghani devient président. La première mandat, il a fini. La deuxième mandat, il n'a même pas fini. Après, il a fui le pays. Donc, là, je résume, on y est arrivé en août 2021. Mais avant août 2021, moi, je vous rassure que les pays, les talibans ont été déjà présents partout sur le territoire afghan avant 2021. Dans chaque village, dans chaque grande ville, il y avait des espionnages partout, même vraiment à côté du président de la République de l'Afghanistan. Il y avait tout, ils savaient tout. Comme on était dans un pays avec un régime corrompu, qui ne venait pas de milieu de pauvres, un régime, il y avait des procédures pour faire quelque chose hiérarchique qui durait des mois, des années, élections perdues. Et donc, les talibans ont utilisé cette faiblesse pour se renforcer durant des années, à partir de 2014 déjà, jusqu'à 2021. 2015, moi je me rappelle, j'étais à la fac, 2014, la France était le premier pays à annoncer le retrait de leurs militaires, la France. Et puis, les autres pays ont aussi eu la petite quitter l'Afghanistan. Et ça a commencé déjà en 2015. Et c'est 2015 où les talibans sont encore une fois devenus plus forts. Ils sont venus, les attentats se aggravent, il y avait plus d'attentats à Kaboul, partout dans les grandes villes. Et c'est là où beaucoup avaient la chance de se réfugier, comme moi, comme Zaki, comme Mustafa, comme plein d'autres. Et c'était l'époque avec la carte de Mme Merkel où beaucoup avaient le choix la chance de quitter. On a quitté. On a quitté. Personnellement, je viens de cette province Ghazni, qui est à l'est, pas loin de Kaboul, pas loin pas à l'ouest, au sud-est, pas loin du Pakistan. Ça, c'est à peu près le vallée où je suis né, la province Ghazni. Et voilà, ça c'est le parcours. Tous les migrants à peu près font le même chemin. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pays. Si on compte bien, c'est à peu près 11-12 pays jusqu'à arriver ici. Comment ça s'organise? Bon, la politique maintenant, ça y est. Maintenant sur le parcours, comment ça s'organise pour partir de ce pays? En Afghanistan, tout le monde, pour aller quelque part, il faut déjà arriver soit au Pakistan, soit en Iran, pour partir. Et donc, dans ces cas-là, comme moi je viens du sud-est, il faut venir ici à l'est, dans une province qui s'appelle Nimruz. Et dans cette province, on trouve tout. On trouve, c'est-à-dire des passeurs, où tu veux, ça peut s'organiser. Voilà. Et là, on commence dans les camionnettes, à pied, dans le désert. On avance. Et ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 4 semaines. Ça dépend. Ça dépend au passeur, ça dépend aussi à la force collective. Pour moi, ça durait 2 semaines. De l'Afghanistan jusqu'à Iran. Après, pour certains, ça durait plus. Donc quand on arrive en Iran, ça c'est la première période. Quand on arrive à Iran, il faut trouver un autre passeur. Il faut changer le passeur, il faut changer parce que la route change. À Téhéran, on prend un autre passeur pour amener jusqu'à Istanbul, en Turquie. Et donc là, on a trouvé un autre passeur. On a payé encore dans l'ensemble. Personnellement, j'ai payé, mon père a payé $4 000
l'Afghanistan jusqu'à arriver en Autriche. Mais en ce moment, il y en a certains qui payent jusqu'à 12 000 dollars en vendant leur richesse, tout ce qui est voiture, territoire, maison, animaux, ils le vendent pour justement payer les passes. Et puis ensuite, tiens, voilà. On passe comme ça. Depuis l'Afghanistan, en passant vers l'Iran, voilà, ça c'est en Iran. Et là, c'est depuis l'Afghanistan, à travers il y a des quarantaines, trentaines de personnes dans des camionnettes comme ça. Et puis, quand on arrive à Istanbul, on nous amène à Izmir. À Izmir, on passe dans des zodiacs, cinquantaine, 60 personnes dans les zodiacs, dans cette situation. Pour nous aussi, ça durait 3 heures de Izmir jusqu'à Lesbos, l'île grecque. Voilà, donc ça c'est le parcours. Je suis arrivé, c'était le mois d'octobre à peu près, en Autriche, en traversant tout ce pays, petit pays l'Est-Balkan, le Grèce, Macédoine du Nord, le Bulgarie, le Serbie, Bosnie-Herzégovine, le Croatie, le Slovénie, l'Autriche et tout ça. En Autriche, comme j'ai été accompagné, j'étais à partir de l'Iran avec la famille de ma cousine, et qui avait des enfants de 4 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 6 ans, de 12 ans, et pour le plus. Et c'est là où on a décidé de demander asile en Autriche, à Salzbourg. On a demandé asile. Cette demande d'asile a duré 4 ans. La démarche administrative en Autriche a duré 4 ans. Durant ces 4 ans, c'est vrai que si on est en vie, j'étais en vie, on apprend la langue, on fait des études, on travaille, on bouge, on se bouge. Moi, je fais pareil. Au bout de 4 ans, après toutes ces années d'intégration, de tout ça, comme vous vous rappelez bien, en Autriche, à l'époque de 2017-2018, FPO, l'extrême droite, on était au pouvoir. Et donc, recevoir ou opter, avoir une décision négative, c'était normal, un après l'autre. Au bout de 4 décisions négatives du corps supérieur autrichien, il ne restait pas le choix. Le choix était de rester, de se faire arrêter par la police, donc envoyer à Kaboul ou fuir. J'ai dit, en 2019, aller en Afghanistan, c'est pas une alternative, c'est pas un bon choix. Et dans ces cas-là, j'ai décidé de quitter encore. Comment j'ai quitté, encore une fois, c'était aussi un enfer, c'était pas facile, en train. Il faut se cacher dans les toilettes, quelque part, pour juste franchir la frontière. Et c'est ça que je fais. En arrivant, après un jour entier dans le train, je suis arrivé c'était un soir, chez mon ami français à Strasbourg. À Strasbourg, et puis c'est là où mon parcours français, ici en France, mon exil a commencé. Je ne parlais pas du tout français en 2019, au mois de juin. De Strasbourg, je suis allé à Paris pour justement demander asile, parce que tout ça se fait à Paris. À Paris, je demandais asile. Quelques jours, je suis quand même, parce qu'à Paris, et surtout l'accueil, le logement et tout ça ne fonctionne pas. Vous savez que quand on va au Porte-à-la-Chapelle, sur le pont, il y a un autre monde. Ça n'a rien à voir avec la cathédrale Notre-Dame, au lieu de Sainte-Fille. Ça n'a rien à voir. Bon, après, il y a une association qui nous a inscrit sur une liste d'attente pour recevoir, être envoyé dans un centre d'hébergement. Et c'était à Nanterre, où j'étais pendant 2 semaines. À Nanterre, et puis le préfet m'a envoyé à Avignon. Ici au sud, c'était pas mon choix, on m'a envoyé ici. C'était exactement l'été 2019, donc le mois de juillet et août. C'était en plus le festival d'Avignon. Il faisait très très chaud. Pour nous qui est un montagnard qui vient de 2000 altitudes, à Avignon, il faisait vraiment chaud. Moi, j'ai quand même essayé de passer pas mal de temps à l'université d'Avignon, parce qu'il faisait très beau,
j'ai beaucoup travaillé. Et tout de suite, je me suis dit comment je peux m'inscrire à la fac. À Avignon déjà, sans parler un mot. Chaque jour, je suis allé à la COI, je dis, aidez-moi, comment je peux m'inscrire? Il dit, vous n'avez rien, vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez rien, mais comment vous voulez inscrire? Donnez-moi au moins un cours de français. Je suis en vie, je veux vraiment apprendre la langue et je veux, voilà, parce que j'ai mon diplôme et tout ça. Et finalement, je l'ai convaincu à Avignon de m'inscrire pour un cours de français à la fac. Et j'ai écrit une lettre d'exonération pour le président parce que c'est normalement payant. Elle m'a exonéré même du cours. Mais d'un seul coup, encore une fois, le préfet m'a envoyé, dès que tout ça s'est fait, m'a envoyé à Germanos, ici au sud. Bon, quoi faire? Le préfet est plus fort que nous. Donc, pas de problème. Au mois de septembre, je suis arrivé justement à l'ancienne Formule 1 à Germanos. Il y a un centre d'accueil, très grand centre d'accueil. Il y a à peu près 90 Dublinais, des migrants Dublinais de partout. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le Dublin, procédure de Dublin? Quand on vient d'un pays européen, on est obligé de donner nos empreintes. Et bien, si on se déplace dans un autre pays, ces empreintes, ça monte et le deuxième pays européen est responsable de ne pas renvoyer au premier pays. Et donc, dans ce centre, il y a 90 de ce genre de migrants. Mais il y a aussi des gens qui sont déjà réfugiés. Mais il faut attendre un an, 2 ans pour avoir un hébergement après. Bref, à Germanos, il y a des gens de bénévoles, Michel et Florence. C'est là où ils m'ont appris le premier mot en français. J'ai commencé par dire vraiment A, B, C. Après, comme je parlais déjà allemand, anglais, donc ça allait plus rapide. Mais je résume là, après je laisse vraiment le temps pour un peu des questions et de débattre. Mais si vous voulez, en France, au départ, vraiment au début, tout n'était pas meilleur non plus. L'accueil ici surtout, vraiment, tout n'était pas meilleur. Je m'explique. Quand on est dans un centre, surtout dans ces genres de centres, on est à 2 dans une chambre de 6 mètres carrés, ou 8 mètres carrés, pas plus. On est à 2. Vous savez très bien, une chambre de Formule 1, comment il est. Il y a 3 assistants sociaux pour 90 migrants. Et donc, pour aller voir un médecin, il faut attendre 3 semaines. Pour suivre sa démarche administrative, il faut attendre peut-être 10 jours, 2 semaines. Après 6 mois, j'ai refusé d'aller en Autriche. Le préfet voulait vraiment m'envoyer par force. J'ai refusé. À la gendarmerie d'Aubagne, un jour, un représentant du préfet était là et m'a dit: signez ce papier, vous avez plus de chance ici et vous devez partir. Moi, je lui ai dit: écoutez, monsieur, j'ai un récépissé qui est valable. Je suis demandeur d'asile. Demandeur d'asile, c'est un droit fondamental dans chaque pays européen. Je suis réfugié, demandeur d'asile, et j'ai ce récépissé valable. Donc, je ne suis pas illégal sur votre territoire. En plus, j'ai respecté la signature où chaque semaine, chacun doit signer son présence à la gendarmerie. Mais il dit non, ça ne se discute pas. Vous signez et vous partez. Il dit: je ne signe pas. Je ne signe pas et vous faites ce que vous voulez. On m'a dit: si vous ne signez pas, allez les gendarmes. Arrêtez-le, menotez, on m'a mis dans une voiture, on m'a ramené de Vannes au centre de rétention de Marseille. Ok, une autre ambiance, un autre monde. J'ai jamais vécu. Au centre de rétention de Marseille, eh ben, le premier jour, ça ne se passait rien. Le deuxième jour, la nuit, 1 heure de nuit, minuit, il y avait 6 gendarmes qui appelaient mon nom, qui dit: allez, préparez-vous, Jalil Chafayi, on vous amène à Marignane. Ok, allez à Marignane. On m'a pris, menotté au dos, 6 gendarmes, dans une voiture, et on était à Marignane, minuit, 1 heure du matin.
Là encore, j'ai été avec deux autres migrants origine d'Afrique. On nous a libérés. On nous a dit, là, votre billet, là, vous jouez, signez et partez. Pas de problème. Et nous, on ne fait pas de problème, vous ne faites non plus pas de problème. Je dis, bah, écoutez, les restes, je ne sais pas, mais moi, je sais le pas. Je sais le pas et voilà, c'est comme ça. On m'a dit, ben là, tu dois signer. Je dis, non, je ne sais pas. Ok, si tu ne signes pas, on te garde ici, tu dois attendre jusqu'à 11h du matin. Genre midi, 11h. Et après, tu repars au centre de rétention et tu vas passer devant un juge. Le juge de liberté, ça s'appelle. Et après, cour d'appel d'Aix, ici. Je leur dis, bah, pas de problème, on fait ça. Mais, attention, le gendarme, tout ça s'est passé. Moi, je suis passé dans un autre, et c'est quand même, je pense, important de témoigner. Le gendarme m'a mis dans un souterrain à Marignane de 1h du matin jusqu'à 11h le midi. Dans un souterrain, tout seul, au froid, sans rien. À Marignane, souterrain. Et dans ce, bon, au départ, j'ai quand même résisté. Et au bout d'un moment, il faisait froid. On parle vraiment de fin janvier. C'est fin janvier 2020. Il faisait froid. Et je n'avais rien à manger. J'ai commencé à crier et à taper la porte. Première fois, il se rigolait de moi. Il dit, bah, vous, tranquille. Deuxième fois, troisième fois, et finalement, la porte était en verre. J'ai vraiment frappé. Mais ça n'a pas cassé. Finalement, 11h de midi, il y a encore ces fameux six policiers, gendarmes, qui me ramènent de Marignane encore à Marseille. Dans ce jour, il ne se passait rien. Le lendemain, j'avais un avocat par aide juridictionnelle de l'État qui m'a aidé dans mes démarches. Il est interdit d'avoir un portable dans ce centre. Et donc, mais j'avais quand même une marraine à Avignon qui était informée. Et j'avais aussi des assistants sociaux, dès que je les appelais, vous savez que les assistants sociaux de Prada, c'est l'État. Ce n'est pas des assistants sociaux de solidarité, c'est l'État. C'est la structure gérée depuis la préfecture. On m'a dit, bah, là, on ne peut rien faire pour vous. C'est l'assistant social qui m'a dit ça. On ne peut rien faire, vous devez quitter ou vous devez, voilà, faites comme vous voulez. Ma marraine a appelé mon avocat, M. Maître Amirali, s'appelle, qui est à Marseille. Le lendemain, on avait un procédure devant le juge de liberté à Marseille, dans le centre de rétention. C'est au Canet à Marseille. Il se passait 10 minutes, même pas, 5 minutes. Une dame, très rapide, vraiment comme une machine, comme ça. Alors vous, pourquoi vous êtes en France? Elle dit, ben, écoutez, je suis demandeur d'asile. Elle m'a dit, ben, vous devez quitter parce que vous venez d'Autriche. J'ai dit, non, je ne quitte pas. Ok, il y avait quelqu'un d'autre contre moi, de la préfet aussi, qui disait, non, il ne respecte pas la signature, il n'était pas au foyer, il n'est pas intégré, et tout ça. C'est-à-dire, il ne parle pas le français, tout ça. Moi, je dis, non, je parle français, mais comment ça se fait? Bon, je compris que ici, le dame n'était pas sérieuse. Il voulait vraiment faire rapide, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Pour vous dire très clairement. Il voulait vraiment faire ça très rapide, parce qu'il y avait des dizaines de personnes derrière moi qui devaient, tous les 5 minutes, devaient passer. Mon avocat était là, il a dit, pas de problème, signe. Je signais la décision, et tout de suite, c'était un jeudi, tout de suite il a fait l'appel de CX, au cours d'appel. Le lendemain, encore une fois, par ces fameux grandes voitures, 6 policiers, menottés, on est venu ici, au cours d'appel d'Aix. Et je me rappelle, c'était une journée merveilleuse, ensoleillée. On était embarqués ici devant le cours d'appel. L'image est toujours devant moi quand je passe. C'est ici. Là, cette fois ici, c'était plus sérieux. Plus sérieux, le dame, bien habillé, vraiment un juge. Et il se passait quand même une
une vingtaine de minutes. Et là, j'ai déjà lu la décision du juge de liberté, bien, mot par mot. Tout ce qu'il a écrit, c'était pas vrai. Tout ce qu'il a écrit, c'était pas vrai. Le juge qui a écrit. Il a écrit que ce monsieur, il est illégal sur le territoire, il n'a aucune carte d'identité, il n'a pas respecté les signatures chaque semaine, etc., etc. Ça ne sont pas vrai. Mon récépissé original était pris par force par ce gendarme à la gendarmerie. Mais j'ai été quand même un peu malin, j'ai gardé une copie. J'ai gardé une copie devant le juge, j'ai dit écoutez, j'ai lu la décision, c'est pas du tout vrai, j'ai lu ça clairement et j'ai même quitté, normalement, quand on est devant un juge, j'ai quitté là et j'ai dit devant le table de madame, j'ai dit madame, maintenant laissez-moi vraiment parler, parce que sinon j'explose. Tout ça c'est pas vrai, c'est injuste. Ça c'est la copie de mon récépissé, qui moi je suis arrêté à la fin du mois de janvier. Il était valable jusqu'à fin mars. J'ai dit, écoutez, regardez ça, il est marqué en français. Ça c'est la copie du récépissé. Regardez dans mon agenda. J'ai signé pendant 6 mois, chaque semaine, mot par mot, j'ai été présent à 8 h du matin devant la gendarmerie de Rouen. Ça c'est pas vrai non plus. Dans cette décision, il est marqué qu'il n'est pas intégré. Il ne parle pas français. Là, au bout de 6 mois, devant vous, je parle français. Qu'est-ce que c'est l'intégration? Je dis très clairement, je dis, j'ai pas honte maintenant, si vous me frappez, mais je sais qu'ici, on est dans un pays de droit. Un état de droit. Il y avait quelqu'un contre moi, de la préfet, encore une dame, qui était... donc, il représentait la préfet, c'est son job, de lui dire non, il n'a pas respecté ça et ça et ça. Le dame m'a vraiment laissé parler. Il y avait aussi mon avocat qui a parlé de droit, tout ça, quelques minutes. Le dame regardait le récépissé, il a regardé le dossier, il a dit, juste une question que je me rappelle, il a demandé, il a se tourné vers le dame et a dit, pourquoi vous avez arrêté ce monsieur? Il a une récépissé valable. Il a respecté son signature et sa démarche administrative, elle est en cours. Cette dame, moi je vous rassure qu'il a dit même pas un mot, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ok. Dans ces cas-là, j'ai tout de suite compris que ça y est, j'ai gagné. Après, le dame, il n'a pas annoncé la décision tout de suite. Il a dit, après 1 heure, j'annonce la décision. Vous retournez avec ces 6 policiers au Canet et j'annonce la décision. Après 1 heure, je vous raconte aussi une anecdote, tout ce qui s'est passé dans cette voiture, parce que c'est très important. Et je le dis aussi dans deux interviews avec le journal Mediapart. J'avais une interview, vous pouvez les trouver sur le Mediapart. Dans cette voiture, il y avait 6 gendarmes, une dame, représentant le préfet et le chauffeur. Très poli, j'ai discuté avec eux. Discuter, ça ne veut dire pas non. Je n'ai pas battu, non. Tranquillement, on a parlé. J'ai dit, bah. Et le dame, elle m'a dit, vraiment, ça c'est, je cite, elle m'a dit, ça me fait mal au cœur, ces métiers. Je sais, ça me fait vraiment mal au cœur, et désolé. Je sais que même ton visage ne me dit pas ça. Tu n'es pas égal à ça. Je savais ça aussi. Et moi, j'ai fait mon métier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle, la dame m'a dit, ici, elle ne va pas te donner, essaye d'écrire, c'est vraiment elle qui dit. Je cite, elle a dit, essaye d'écrire une lettre pour la présidente de la République. Cette dame qui représentait la préfet, elle m'a dit, écris une lettre pour la présidente de la République. Voilà. Et je me suis dit, ok. Bon, après j'ai apprécié, j'ai dit, écoutez, vous faites votre job, et ok, pas de problème. Mais j'étais sûr que j'avais gagné, parce qu'il n'y avait rien contre moi. Tout était fausse. Dès que je suis retourné au Canet, effectivement, au bout d'un moment, il annonce, après 5 jours de prison. Donc il annonce, monsieur Chefailly, vous êtes libre. Ok. C'était une soirée. Au Canet, c'est à peu près vers Bougainville, vous savez très bien.
je savais pas où je suis à peu près parce que voilà, à Marseille à cette époque-là, je ne connaissais pas trop. On m'a dit, bah allez, vous êtes libre. Ok. Vous allez à droite, à gauche, et mon portable qui n'était pas avec moi, qui n'est pas marché aussi, qui était atteint. À droite, à gauche, et au bout d'un moment, je vois Bougainville devant moi. Ah, ça y est, je me suis trouvé. Je suis retourné, c'était un soir, encore au centre d'hébergement, au Prada. Je suis retourné dans ma chambre et tout ça. Le lendemain, la directrice de ce centre m'a invité et m'a dit, monsieur Jalil, là, vous avez refusé votre embarquement en Autriche. Vous avez encore une semaine pour quitter le foyer. Vous n'avez plus le droit ni au foyer, ni à l'occasion de passe, ni aux nourritures, rien. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi j'ai gagné la procédure, je suis légal. Pourquoi ça? Il m'a dit, non, pour le préfet, c'est comme ça. Vous avez refusé, et vous, maintenant, trouvez une solution. Elle m'a même dit, dame, elle m'a même dit, bah, moi je sais très bien que vous êtes très bien connecté avec les bénévoles, que vous parlez bien, bah, vous allez vous débrouiller. Elle m'a dit ça. C'est très mal, non, c'est pas bien de se débrouiller de temps en temps. Sinon on le laisse dehors. Elle dit, ok. Après j'avais déjà créé un groupe de WhatsApp avec tous les bénévoles, parmi eux aussi, les deux professeurs. J'ai écrit dans ce groupe et autour de moi, ce message-là, j'ai dit, écoutez, après une semaine, mais peut-être avant, soit je vais être arrêté par la police, soit on m'a mis dehors. Et on parle vraiment du mois fin janvier. Fin janvier. On est plein au milieu de guerre. Il y a un miracle là, toujours cette petite étoile. Dernière minute, il y a une famille qui m'appelle. Une famille qui m'appelle. Elle me dit, on sait, on a entendu parler de ton cas. On peut te proposer pendant un mois un hébergement provisoire et on vient te rechercher quand tu veux. Ok. Ils sont venus me rechercher effectivement et je l'ai tout de suite. Parce que dans ce centre, c'est vrai que c'est pas digne. C'est pas digne tout ce qu'ils font. Et après, voilà, c'est une situation très compliquée. J'ai été dans ces familles à Gémanos, de centre de rétention, dans une grande maison, vraiment sur la colline de 5 ponts. C'est très bien passé et en plus c'était le premier confinement. Voilà. Et donc un mois, ça s'est prolongé 4 mois. Voilà. Un mois, ça s'est prolongé à 4 mois. 4 mois, je suis resté dans cette famille. Après le confinement, premier confinement, est venu à la fin et puis eux, ils voulaient louer leur maison pour les touristes. Hein. Elle m'a dit, maintenant il faut trouver une autre solution. Ok, on trouve une autre solution. Encore, on a recherché. Et une autre famille de Martinique qui m'appelle, qui m'envoie un SMS, il m'a dit, on sait, on nous a expliqué, on peut te proposer quelque chose pendant cet été. Vous voyez Ok. J'ai accepté, on a fait même, c'était encore un compliment, on a fait une réunion Zoom et ça s'est bien passé. La famille sont venus à Gémanos et on a débarqué, j'ai déménagé à Martinique. Et 5 mois, je suis resté à Martinique, dans cette famille, dans une petite, agréable maison de pêcheurs, une petite maison, et on était bien. Mais ça changeait parce que là, c'était une grande Bastille, là-bas, c'était une petite maison. Là, vraiment, résumé tout ça. Finalement, la procédure de 18 mois, ça se terminait au début 2021. Je suis allé encore une fois au préfet à Marseille. J'ai dit, écoutez, 18 mois, j'ai survécu, je suis encore là et je redemande l'asile. Parce qu'au bout de 18 mois, le préfet n'a plus le droit de t'envoyer et il n'a plus de solution. Il faut. Cette fois-là, ça s'est bien passé. On m'a redonné un autre récépissé, demandeur d'asile normal. Et donc, au bout de 3 mois, après, j'ai été convoqué à Paris, à l'EFRA. Je suis allé le mois de juillet 2021. Le pays en Afghanistan était toujours une république. Donc, j'ai passé l'entretien qui durait 3 heures. J'ai tout dit. J'ai tout dit devant un jeune officier à Paris. Ils ont invité aussi
un traducteur, une traductrice. Je dis non, ça on n'a pas besoin parce que sinon on perd le temps. Voilà. Et finalement, octobre, ça marchait. J'ai obtenu l'asile pour 10 ans, octobre 2021. Félicitations. Et donc, tout ça résumé, moi je raconte tout ça pas parce que j'ai gardé le haine ou parce que voilà, c'est mal passé, mais pour beaucoup ça se passe comme ça malheureusement. Et c'est des moments très très difficiles. Maintenant on est là. Après tous ces périples, je vais juste terminer par quelque chose un peu plus positif. Bon, voilà. Ouais. Donc, on a parlé d'Afghanistan, de misère, de politique, mais quand même, il ne faut pas oublier ce pays est quand même un beau pays. Avec ses montagnes de ville et de métratitude, avec ses boudins, avec ses richesses, avec ce terre riche en soi, et avec son histoire. Son histoire. S'il n'y a pas d'Afghanistan, on n'a pas de deadline dans le Noël, malheureusement. C'est un pays, je pense, si vous voulez mon avis sur l'avenir de mon pays, moi je pense, même le Taliban actuel, ça ne peut pas durer comme ça. Vraiment. Il y a des bouleversements, il y a des changements sociaux, mais tristement, on a l'habitude. On a l'habitude avec tous ces changements. Et les talibans seuls, ils ne peuvent pas gouverner. Après, il faut se mettre vraiment au milieu. Les libéraux, ceux qui rêvent d'un Afghanistan comme ici en France, ils ne peuvent pas non plus gouverner ce pays. Et donc, il faut que les Afghans, d'abord, se identifient, parce que les mentions identité en Afghanistan n'existent pas. Les Afghans ne se considèrent pas tous Afghans. Ils sont très divisés, malheureusement. Ça, c'est une réalité, il faut le dire. Et une autre chose, en Afghanistan, il faut aussi se définir qu'est-ce que c'est une valeur. Vous voyez, on a du mal à faire ça. Souvent, on avait des régimes qui se passent tous les 10 ans, 20 ans, mais ce sont des régimes pas de peuple, des régimes qui viennent de l'extérieur, qui défendent l'intérêt des Pakistanais, ou des Iraniens, ou de Chine, ou de Inde, ou des Russes. Et ça a besoin d'abord l'éducation, bien sûr. Les femmes, sans eux, on ne peut pas. C'est la moitié de notre société. Et avec une vision du talibanisme, on n'arrive pas. Aujourd'hui, ce que je vois moi je ne donne pas le date, mais les Afghans souffrent à 90% de la famille. Vraiment de la famille, une vraie famille. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un moyen, une part dans une famille à manger. Et il y a 2 millions d'enfants, mineurs, enfants, qui sont vraiment face à la famille, à la sous-pauvreté. Il n'y a pas assez à manger. Les talibans ne proposent pas de solution. Les talibans ont soif de pouvoir. Soif de pouvoir. Et moi, je ne crois pas aux indépendances des talibans. Les talibans, les ordres, les grandes lignes politiques viennent du Pakistan, viennent d'Israël. Ils descendent à Kandahar, et c'est à Kandahar, après ils arrivent à Kaboul, et puis ils se partagent. Je ne crois pas aux talibans. C'est un groupe fondamentaliste, nationaliste, ultra-radical religieux, qui ont une vision de l'Afghanistan qui marche à l'arrière, qui a une vision radicale d'une charia fondée par eux-mêmes. Ce n'est pas notre charia, ce n'est pas l'islam qui le propose. Voilà. Le charia qui est aujourd'hui, le taliban se justifie par ça, ce n'est pas une charia d'islam. C'est une charia fondée à Islamabad ou fondée à la frontière en Pakistan. Voilà, c'est ça la réalité. L'ISI, vous avez le premier grand personnage politique qui est venu en Afghanistan après la chute de Kaboul, était le chef ISI pakistanais, qui a géré qui a fait quoi, qui devient Premier ministre, qui vient. Les terroristes numéro 1, le plus grand terroriste recherché par le police Interpol dans le monde entier, sont devenus le ministère en Afghanistan aujourd'hui. Haqqani,
ou les autres, les terroristes numéro un, où les Américains ont dit on donne 50 millions de dollars, 50 millions de dollars pour quelqu'un qui trouve Afghani pour les tuer. Et aujourd'hui, ces gens-là sont au pouvoir. Comment on peut espérer ce pays? Comment on peut espérer du Taliban pour toutes les promesses qu'ils ont faites? Encore une fois, ça c'est le faute et c'est une trahison des Américains envers le peuple afghan. Ils n'ont pas. Ouais. On va maintenant, avec ce zoom-là et quelques photos, je vais terminer et on va laisser le public pour des questions. Ouais. Je pense qu'on peut déjà largement remercier Jalil pour sa présentation qui est très très. Sans vouloir commencer à monopoliser les questions par rapport à ce que tu as dit, il y a une première question qui moi me semble essentielle qui est les personnes qui t'ont aidé, elles étaient dans des listes, elles sont envoyées dans des positions et je pense que ce serait essentiel que tu partages ce genre de liste, que tu puisses nous faire savoir comment est-ce qu'on peut aider les gens qui se trouvent dans des situations comme les tiennes, à pouvoir les héberger, à pouvoir savoir voilà, à quel moment il y a telle personne qui se trouve dans tel besoin, qui a besoin de famille qui puisse l'héberger. Alors sans doute des personnes ici peuvent partager cette information, mais je pense qu'on serait nombreux à vouloir aider des gens qui voilà, se trouvent dans une situation de demande d'asile qui traînent et qui demandent des hébergements. Et on a tous de la place pour ça et je pense que ce serait très bienvenu de faire passer ce genre de choses. C'est un premier truc que je trouve essentiel et voilà, on pourra en reparler et je pense que ce serait bien de faire passer l'information. Ça existe et voilà, demander à tel endroit et vous pourrez aider ta personne. J'ai une deuxième question qui est plus une remarque sur la duplicité de l'État français. On parle beaucoup sur l'État de la main gauche et la main droite. C'est-à-dire la main droite de l'État, c'est toute la partie répressive. C'est ce que tu as vu avec la police, les gens qui, tu l'as très bien décrit d'ailleurs, les 6 policiers qui t'amènent menottes, ils te foutent dans la prison à Marseille ou à Marianne. Et la main gauche, qui est la main qui vient aider. Et du coup, l'avocat qui t'a aidé et les personnes qui viennent te donner les procédures qui font que l'état de droit fonctionne en France comme il devrait fonctionner. Et je suis très étonné par la contradiction qui existe aujourd'hui en France entre la main droite qui essaie d'intimider les demandeurs d'asile qui ont tous les droits garantis par la Constitution, entre autres, et la main gauche qui ne fait que faire ce à quoi les personnes ont droit. Et je me demande si d'autres personnes aussi qui ont été confrontées à cette espèce de contradiction entre la main droite et la main gauche, et c'est une manière de faire en sorte que la main gauche de l'État puisse être un petit peu plus forte. Et c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes soient un petit peu plus informées de leurs droits et sachent réellement ce à quoi elles ont droit. Parce qu'il y a vraiment une contradiction dans l'État français entre ce qu'on essaye de te faire dire en tant que réfugié et ce à quoi tu as droit en tant que personne vivante, tout simplement, qui arrive en France, qui est, comme tu l'as répété une fois, un état de droit. Sauf que, à t'écouter, on en vient à douter que la France soit un état de droit. Dans le sens, ça l'est dans les règles, ça l'est nominalement, mais ça l'est pas réellement, dans le sens où on essaye de t'intimider. Et si jamais tu n'es pas attentif à tes droits, tu peux très facilement te faire intimider par la main qui parle. Quand tu réponds, on vous a préparé du riz et des légumes, donc ceux qui ont envie de non, je t'en prie. dîner, on va mettre des assiettes sur le repas ici, on va vous servir. Il y a des questions. Il va peut-être déjà répondre à celle-là. Oui, déjà, des questions. Oui, non, c'était juste une remarque. Je peux vous confirmer, oui, effectivement, heureusement que ici, dans notre grand pays, il existe une solidarité citoyenne. Voilà, une solidarité citoyenne du peuple français qui, quand même, sont, il faut le dire clairement, solidaires. Peut-être souvent, ils ne se montrent pas. Ce n'est pas le peine de le montrer, mais il y a une solidarité qui existe et qui fonctionne. Sinon, si on apprend tout de l'État, je pense que voilà, on va tarder. Et ça va se tarder beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en France,
on les fait pas dégager, mais la condition d'accueil n'est pas digne, vraiment. Après, voilà, ça c'est ma vision personnelle. Est-ce que tu as dit la condition d'accueil La condition d'accueil n'est pas digne. Ben oui, on a vu ce qui se passe à Calais avec Lucie quand il déchire les tentes et tout ça. Mais enfin, ça date pas d'aujourd'hui, c'est vieux qu'on demande. Mais c'est le problème, c'est qu'on est censé garantir un droit d'asile. Ah oui, c'est la théorie et la pratique. Il y a encore une question. Je connais bien l'histoire de l'Afghan, la paix de l'Afghanistan, mais j'aimerais qu'il partage de présentation de grand photojournaliste afghan qui habite à Paris, il s'appelle Razadi Khatimoun, professeur de workshop de photographie, c'est comme ça écrit dans la vie, c'est Razadi Khatimoun. J'aimerais que vous regardez dans la Google qu'il y a beaucoup de photojournalistes afghans qui travaillent avec le chef de l'Afghanistan, Ahmed Shah Massoud. Mais c'est iranien. Oui, régime iranien, mais il travaille en Afghan. Il est journaliste de Ahmed Shah Massoud. Attendez, mais il faut déjà finir les questions. Après, voilà. Ça va faire juste D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des autres questions? Des interrogations? Vous avez pris le fusil ici au fond? Non. Ici, Et en Afghanistan, à l'école, vous avez quitté l'école? non, je suis allé à l'école jusqu'au bout. J'ai fait mon bac, j'ai fait mes études de littérature chinoise. À Kaboul? Ouais. Mais je suis né dans les montagnes, montagnards. D'accord. Il y a encore des questions? Il y a une question là. L'exécutif a quand même plus de pouvoir que le pouvoir légal, notamment de centrale, pour Vous voyez mon charia, qui n'est pas vraiment le charia d'islam, ceux qui se sont imposés militairement, il faut que la norme, Et normalement, aujourd'hui on n'a pas de solution. de balle, Pas de solution. tu veux